Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous nous retrouvons dans Accès libre. Accès libre laissé par Faisal Metaoui, qui est parti sous d'autres cieux et dont j'ai hérité comme ça au vol. Accès libre dans lequel on a accueilli Dr Agoun la semaine dernière et dans lequel j'ai le grand plaisir d'accueillir mon amie Amira Bouraoui. Amira, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Actualité toujours prégnante, tu as été en prison, tu en es sorti il y a quelques jours. J'ai raté le couscous qui célébrait cette sortie il y a quelques samedis, je m'en veux encore, je ne peux pas ne pas en parler. Amira Bouraoui, militante au long cours depuis 2011, depuis les premiers rassemblements contre le système de Bouteflika au moment du printemps arabe, ensuite Barakat en 2014. On sait que tu as fait le tour des commissariats d'Alger parce que tu as été embarqué tellement de fois, notamment avec l'initiative Barakat, mais même après. Cette fois, il s'est passé quelque chose de différent. Tu n'es pas resté en garde à vue, tu n'es pas resté dans un commissariat, tu as fait le saut, tu as rencontré l'univers carcéral. Enfin, j'ai fait le saut, on m'y a poussé quand même, parce que le saut n'était pas volontaire. Oui. Enfin, ça te pendait un peu au nez, tu t'attendais à cela. Je ne suis pas en train de justifier ton arrestation, mais je dis moralement, tu te disais qu'un jour ou l'autre, peut-être qu'ils ne vont pas juste me prendre dans un commissariat, mais qu'ils vont je vais aller me retrouver devant un procureur. Il y avait tellement d'innocents avant moi qui se sont retrouvés derrière les barreaux que bon, c'était oui, peut-être inévitable, mais j'y pensais pas. Je me disais pas, ah oui, ça serait sympa que je me retrouve en prison. Ou, non, le jugement, quand il est tombé, ça m'a choqué. Non, le jugement, c'est vrai que le jugement, tu as comparu en comparution immédiate. Oui. Quand tu rentrais en prison, tu étais déjà condamné. Oui, exact. C'est vrai que c'est pas le processus habituel. Le processus habituel, c'est qu'on va en prison comme en détention provisoire. Oui, et que la plupart du temps. Et après, on est jugé. Ou alors, ce qui est plus logique, c'est d'être jugé alors que vous êtes, alors que vous êtes chez vous, à l'extérieur, ce qui est plus, parce que le mandat de dépôt aussi est juste excessif en ce moment. C'est vrai que quand tu as rencontré, c'est une différence importante avec, on a discuté un peu avec Samuel Blarbi après sa libération, Fodel Boumala, mais on attend qu'il vienne ici, on parlait avec lui, à l'extérieur, Wahab, Farsaoui et bien d'autres. En général, ils sont d'abord en détention provisoire et ils sont à un moment donné jugés, et le jugement c'est plutôt un bon moment parce que ça donne de la visibilité sur la date de sortie. Exact. Voilà, si c'est une peine ferme trop lourde, on fait appel et puis c'est ce qui s'est passé par exemple dans le cas de Farsaoui. Toi, tu es rentré directement en prison avec une condamnation sur la tête. D'un an, oui. D'un an ferme. Donc c'est la double peine. Bon, ça reste toujours, c'est une première. Oui, la prison, c'est pas une partie de plaisir. C'est un milieu que je ne connaissais pas. Et oui, le trajet du tribunal jusqu'à la prison de Cléra était bizarrement très très long. J'ai l'habitude d'aller à Tipaza visiter les ruines et le tombeau de la Romaine, mais là, le trajet me paraissait très très long parce qu'il y a plein de choses qui vous passent par la tête. Parce que je m'attendais pas en fait à écoper d'un an de prison ferme. Et ensuite, bon, rentrer les portes lourdes de la prison, il y en a 2. C'est quelque chose de très 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 lourd et de très choquant, oui. Alors, j'allais dire nous les hommes, on va vers l'aile réservée aux hommes. Toi, tu as été vers l'aile réservée aux femmes. Oui. Alors, tout de suite, la question que j'ai envie de poser, c'est, on ne sait pas, c'est un peu le but aussi de cet entretien, c'est un peu de mettre la lumière sur ces femmes. Qui sont les femmes qu'on rencontre quand on va en prison, quand on est une femme? Les femmes qu'on rencontre, bon, cette fois-ci, c'est particulier avec le Covid. Donc, en fait, les nouvelles, celles qui arrivent, elles sont mises dans des cellules à l'isolement à cause du Covid. Donc, on ne les rencontre par la suite que le lendemain, quand on sort à la cour.
Et c'est vrai que la première nuit en prison, c'est en fait toute votre vie qui défile. C'est pourquoi, parce que la prison, c'est censé être fait pour les criminels, les méchants, voilà. Et plein de questions vous passent par la tête. Donc la première nuit était difficile. Déjà, le fait d'arriver là-bas, la fouille était très difficile. On appelle une gardienne pour vous fouiller. La fouille est très particulière et particulièrement choquante. Que je veux quand même dénoncer, parce que j'estime qu'elle peut, c'est normal de fouiller un détenu, il n'arrive pas en prison comme on arrive en colonie de vacances. Mais je trouve que, c'est-à-dire je ne parle pas de mon cas particulier en tant que détenu d'opinion ou que j'aurais dû être traité d'une manière particulière, même si, mais quand on arrive, on vous fouille vos affaires. Quelque chose qui m'a marqué, c'est que pendant que j'étais dans la gendarmerie, enfin, ma mère, elle m'avait envoyé mes affaires et tout, et donc ma trousse de toilette. Et elle m'a envoyé un dentifrice tout neuf que j'avais ouvert là-bas. Donc, quand on arrive, la gardienne fouille vos affaires et enlève donc tout ce qui est ouvert, en fait. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait une fixette sur le dentifrice. Ce dentifrice, je ne sais pas pourquoi, je lui disais, parce qu'elle m'a dit, celui-là aussi, je l'enlève. Et l'officier de la prison, il lui a dit, mais bon, tu peux lui laisser. Elle a dit non, il est ouvert. Et j'ai dit, mais je l'ai ouvert à la gendarmerie. Elle m'a dit, oui, mais d'un ton sec, genre on s'en fout, quoi. Elle l'enlève. Et là, j'avais l'impression que toute ma dignité se trouvait dans ce tube de dentifrice. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Mais ça ne s'arrête pas là, justement. Après, bon, elle vous demande de vous mettre... j'avais un livre, elle l'a enlevé aussi, elle m'a dit non. Vous verrez plus tard, il faut faire la demande pour récupérer votre livre. Enfin, une photo de mon père aussi, elle m'a dit il faut une demande pour récupérer toutes vos affaires personnelles. Et par la suite, elle vous demande de vous mettre nu. Donc moi, j'essayais de me dire bon, c'est normal. Et puis oui, c'est normal, on vous fouille, quoi. Et là, on essaye de philosopher en fait et de se dire de toute façon c'est la prison et je sais que je ne suis pas là parce que j'ai commis un crime donc j'avais pas de sentiment, mais aucun sentiment de culpabilité et à aucun moment je n'ai eu de regret. C'est-à-dire si le but c'était pour que j'en ai pas eu. Donc quelque part je restais tête haute. Donc j'ai enlevé mes vêtements et donc ensuite, je lui ai dit, voilà, il n'y a rien, elle vous fouille les cheveux au cas où vous avez quelque chose dans les cheveux. Et après, elle me dit, mettez-vous à genoux. Et là, parce que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, enfin, ce qu'elle voulait faire. Parce qu'elle, quand je suis arrivée, elle m'a dit, ah, Ntihiya Amira Borawi. Dans le sens où je pense elle savait. Et puis j'avais un papier avec moi où il y avait mes chefs d'accusation. Donc elle me met à genoux et là, sans me dire ce qu'elle allait faire, elle me frappe à 3 reprises sur le dos. Et elle me dit gynécologue, alors là, c'est la douleur qui s'est mélangée à la colère et à votre dignité à terre et où vous ne pouvez pas en fait réagir. Je lui disais juste et pour elle, c'était la procédure. Et en fait, j'avais compris qu'elle cherchait de la drogue dans mes parties intimes, c'est-à-dire que le fait de me taper sur le dos, qui allait sortir de la drogue ou autre chose, ou je ne sais quoi. Et là, je me disais, c'est pas possible, toutes les femmes ne subissent pas ça à leur entrée en prison. En fait, si. En fait, c'est la pratique. Par la suite, j'ai su que si, mais par la suite, il s'est passé des choses. Parce que moi, j'en ai parlé aux avocats. J'en ai parlé aux avocats et il est clair qu'on est sous écoute. Et j'en ai parlé aussi aux autres gardiennes et j'ai dit que ce n'était pas normal et que quand je sortirai, je vais dénoncer ça. Je vais dénoncer ça parce que j'estime qu'il y a d'autres manières de s'assurer, oui, en tant que gynécologue, de s'assurer d'une vacuité vaginale que de frapper de cette manière et de cette manière humiliante. Il y a l'examen clinique, il y a une simple radio, il y a... Voilà, on peut procéder différemment, tout en respectant la dignité humaine. Parce que je lui disais, vous savez, la gardienne, l'intégrité physique. Parce qu'à partir du moment où le prisonnier n'est pas violent, n'a pas essayé de s'échapper, n'a pas essayé d'agresser quelqu'un, on doit respecter sa dignité ou ce qui lui reste de dignité. Parce que déjà en prison, c'est une bonne partie que vous n'avez plus.
Donc démarrage douloureux. Démarrage douloureux et choquant, oui. Démarrage douloureux et choquant. Et ensuite, bon, c'est passé chez le médecin et on vous met en cellule. Et là, c'est vrai que la première nuit est terriblement longue. Et paradoxalement, c'est vrai que j'ai été emprisonnée le 21 juin. La journée était longue et la nuit tout autant. Alors qu'elle est En fait, supposée être la plus courte de ouais, l'année. ouais, de l'année. ça a été, les premières 24 heures ont été très dures. C'est par la suite où j'ai essayé de rebondir, parce que le lendemain, parce que le premier jour et les premières 24 heures, tout est nouveau en fait. La fouille, la cellule, Et là, aucune possibilité de rencontrer quelqu'un qu'on connaît, qui peut nous donner les bons non, tuyaux, comme ça peut se passer chez absolument les pas, parce hommes, que ou un oui, détenu c'est une, d'opinion non, qui l'est déjà. oui, non, parce que On est presque à vouloir souhaiter qu'il y ait plus de femmes engagées comme Amira Bouraoui pour qu'elles bah, soient en pour prison et pouvoir, non, qu'elles mais c'est ce que je me s'entraident disais entre elles. quand je suis arrivée, dès que j'ai franchi la prison, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était d'abord Tamalt. Il est C'était mort là-bas. Mohamed Tamalt, Oui, oui. il est mort à l'hôpital, mais il Mais était il a, détenu là-bas. exactement. Journaliste détenu. Oui, oui, d'ailleurs, dès que j'entendais à chaque fois la prison de Khlera, c'était à Tamalt que je pensais, parce que, oui, il a eu un trauma crânien. Par la suite, bon, ça a été, on nous a dit qu'il avait fait un AVC, alors qu'il avait été opéré à l'hôpital Mayo, et que, en tant que médecin, ben, je sais que les AVC ne se font pas opérer. Donc il a bien eu, et c'est consécutivement, on n'a jamais suffisamment, nous les journalistes, enquêté sur cette affaire. Enquêter sur cette affaire. Voilà, Oui, donc j'ai oui. pensé à Tamalt en premier. Et par la suite, bon, c'est vrai que je me suis dit Cléra, il y a Khaled Hnaya, il y a Samer Belarbi, il y a Karim Tabou. Du coup, je me suis sentie un peu moins seule. Paradoxalement, bon, j'ai tellement souhaité leur libération quand j'étais à l'extérieur. Mais une fois que j'étais dedans, je me disais, je suis pas seule. Et puis eux, ils sont là depuis tellement longtemps. Tabou depuis le mois de septembre, Khaldraï depuis plusieurs mois déjà, Samer Kif Kif et tout, alors que Samer avait déjà purgé une première peine. Et dans l'aile des femmes, il y a Khalida Atoumi, Oui, mais comme tu ne pouvais pas croiser. si, je l'ai croisée. Si, je l'ai croisée. J'ai croisé Khalida quand on descendait voir les avocats. D'accord. Quand elle descendait voir l'avocat. Ce que j'ai retenu de Khalida, bon, elle n'a pas encore été jugée pour l'instant. Bon, on lui reproche des affaires de corruption et c'est vrai qu'on a une divergence politique. Hein. Khalida était pro-Boutef, moi j'étais une anti-Boutef de manière viscérale. Mais ce que j'ai retenu et ce qui m'a fait de la peine quand même, c'est que le lendemain, quand les avocats sont venus, on m'a dit, vous avez un avocat. Bon, j'étais super contente au moins de leur parler. Et puis, c'est vrai qu'ils ont fait un travail incroyable. Le plaidoyer était juste... ils m'ont ému, hein, les avocats. Parfois, je me disais que je ne méritais pas tout ça. Mais ils ont fait magnifiquement bien leur métier. J'étais toute contente qu'ils arrivent. Et puis, à ce moment-là, on m'a dit... la gardienne m'a dit... donc, j'étais avec ma chemise, mon jean, et j'allais sortir. Elle me dit, non, mais pas comme ça. J'ai dit, comment ça, pas comme ça? Elle m'a dit, non, c'est rohak. Mais j'ai dit, je porte une chemise et un jean. Elle dit, non, les cheveux. Je dis, comment ça, les cheveux? Elle m'a dit, غطي شعرك. Après, قلت لها بصح أنا ماشي لابسة الحجاب برا. تسمى قلت لها أنا نحترم اللي يلبسوا الحجاب. عندي أختي لابسة حجاب وحدة فيهم فاميلتي كاين وأنا ما نلبسش حجاب برا. non, قالت لي قانون المؤسسة. Ça, par contre, c'était de trop. Ça, je l'ai vécu peut-être... Ça, pour moi, c'était encore plus blessant que l'emprisonnement lui-même. Parce que là, on touchait carrément à mes convictions, et encore une fois, à mon intégrité physique. J'ai insisté pour ne pas le porter. Et elle m'a dit, si tu ne le portes pas, tu ne vas pas voir les avocats. Donc, pour en revenir à Khalida, ce qui m'a étonnée, c'était de la voir en foulard, elle aussi. Ça m'a... c'est Khalida, quoi. Oui, on peut le dire comme ça. Ben oui. Oui. Voilà, parce que qu'elle soit... Ça t'embêterait qu'un jour elle sorte et elle me dit, ce qui m'a choqué, c'est de voir Amira en... Elle peut dire la même chose en s'en servant, en disant, c'est quand même Amira Bouraoui. J'ai été très critique par rapport à Khalida et par rapport à Louisa Hannoun quand elles ont soutenu le 4e mandat et le viol constitutionnel. J'ai été très critique par rapport à ces deux femmes.
Mais c'est vrai que en prison, en tant que détenue, ça m'a fait énormément de peine de l'avoir en foulard. Je voulais l'aborder, mais comme elle a évité mon regard, donc voilà, c'est pas allé plus loin que ça. Oui, oui. Mm. Alors, évidemment, il n'y avait pas que Khalida Toumi dans ton aile, il y avait des femmes, d'autres femmes qui Alors, viennent d'ailleurs, qui oui. ont leur histoire, qui Oui, portent oui. une partie de la Oui, tragédie du monde. Mes copines, mes co-détenues, alors on se retrouvait donc 1h le matin et 1h l'après-midi dans la cour. Et là, bon, après les premières 24 heures, je me disais, mais là, il ne faut pas que tu te laisses aller, il faut un an de prison, bon, je sortirai donc le 21 juin 2021. J'essayais de commencer à faire le processus d'acceptation. Parce qu'au début, on est dans le choc, dans le déni. On pense surtout aux êtres chers. Hein. C'est pas parce qu'on se dit. Tu as 2 enfants. Oui, et surtout ma mère. Ma mère qui a perdu mon père il n'y a pas longtemps, et je suis la fille aînée. Elle compte beaucoup sur moi, voilà. Et sans faire dans le sexisme, je suis un peu l'homme de la maison, quoi. Donc c'est vrai que j'arrêtais pas de penser à elle. Je savais qu'elle l'avait très très mal pris. Et donc, bon, je me disais, écoute, t'es là, autant en profiter. On pose des questions aux détenus. Pourquoi elles sont là? Et c'est donc des trajets de vie. On veut savoir, comprendre pourquoi toutes ces femmes sont là. Et voilà, je commençais à avoir des éléments de réponse. Alors, tu m'as dit, quand on s'est parlé la première fois au téléphone, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Tu m'as dit, la Tunisie est fermée, les filles qui tombent enceintes et qui vont se faire avorter en Tunisie, elles le font maintenant en Algérie, ça ne se passe pas toujours bien, elles se retrouvent pour quelques-unes en prison. En prison, ça, c'est... En prison, ouais. Et tout le réseau, entre guillemets, qui va avec, parce que bon, elles ont besoin d'un produit qui est vendu de manière illégale, hein. Donc, celle qui vend le produit, celle qui le transporte et celle qui l'utilise se retrouvent, c'est toute la chaîne en fait, qui se retrouve en prison. Donc, oui, il y avait une jeunette de 20 ans à peine qui avait avorté, ça faisait à peine 3 jours. Et je la trouvais. Après, il y avait le regard du médecin, elle avait une anémie. 3 jours. Ça faisait 3 jours, ouais. Ça faisait 3 jours, oui. C'est-à-dire, elle n'a même pas eu le temps de la convalescence. Sa convalescence, elle était en train de la faire en prison. Je la trouvais un petit peu pâle. J'en parlais aux gardiennes. Je disais, la petite, elle est très pâle. Et donc, une fille qui ne travaille pas, qui ne peut pas se permettre d'avoir un enfant. Et c'est vrai que c'est un fait que les femmes algériennes, enfin, celles qui ne veulent pas, qu'elles soient mariées ou célibataires, hein, parce que même, il y a des femmes mariées qui ne veulent pas avoir 4, 5, 10 gosses, et puis c'est des accidents. On est censé, bon, c'est clair, sensibiliser, nous, en tant que médecins, sur les moyens de contraception, et ça, on le fait à l'hôpital, on le fait énormément, surtout quand les césariennes se multiplient. Il faut pas, madame, on propose la ligature, on propose des implanons, on propose plein de choses et les moyens de contraception. Mais bon, les accidents existent toujours. Et quand c'est un enfant non désiré, voilà, c'est un cas de force majeure. Mais ça serait pareil devant la justice que ce soit une maman qui en est au 5e ou 6e, une jeunette de 20 ans, si on pratique une IVG, on est dans l'égalité. L'ITG déjà, c'est-à-dire l'interruption thérapeutique de grossesse, on ne l'a obtenue qu'en 2014. L'ITG, c'est-à-dire si vous êtes Pas avant? Non, c'était interdit. Je ne sais pas, mais je connais des cas de grossesse surstérilée qui ont bénéficié de l'ITG dans les années 80. Hein. Ah, peut-être dans les années 80. C'était à Durandeau du temps du professeur... comment elle s'appelle, la Moujahida, professeur, alors à Durandeau, c'était, ça va me revenir. Les années 80, j'étais encore à l'école primaire. Donc... Ça va me revenir tout à l'heure. Oui. Mais il me semble que ça se pratiquait. Non, mais en tout cas, pas maintenant, quoi. Pas maintenant. Donc, c'est-à-dire, il fallait se justifier. Bon, il y a un travail qui s'est fait avec des hommes de droit, de loi. Belkhodja, professeur Belkhodja.
Ah d'accord, ah oui, et les professeurs, Médecins, en gynéco qui ont ouais. essayé de faire avancer les choses, déjà par rapport à l'ITG, hein, c'est-à-dire que, parce que moi j'avais déjà assisté à un congrès à l'Horacie, parce que en 2011 je crois, je suis partie avec des amis, moi, gynéco à l'époque, et c'est vrai qu'il y a une résistance, la résistance vient des conservateurs. Et je me rappelle un des propos qui m'avait choqué, c'était un prof de dermato, donc conservateur, qui avait dit oui, même si c'est un anencéphale, c'est un don du ciel. Et là, moi, ça m'avait tellement choqué que j'avais pris le micro et j'avais dit vous vous Un imaginez. anencéphale, c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau? C'est un bébé qui n'a pas de cerveau et qui n'est pas viable, en fait, qui reste vivant quelques minutes et qui décède après l'accouchement. Après, je lui ai dit, mais mettez-vous à la place de cette femme qui est enceinte d'un monstre, en fait, et qui sait que ça ne va pas aboutir à un bébé. Et elle voit les mois passer, parce que maintenant, il y a les méthodes des échographies, de dépistage, etc. Et elle va vivre avec ça pendant 9 mois. C'est juste inhumain. Et donc, il y a un travail qui s'est fait dans ce sens, et donc l'ITG TGV. oui. Alors, de l'ITG à l'IVG, les Tunisiens, la pratique, tu disais, donc c'est en discutant un peu avec ces femmes-là que tu as su que c'est une filière qui est bloquée, enfin, et que la filière algérienne, parfois, Bah, à cause du Covid, les frontières sont fermées et la femme qui aurait pu bénéficier et qui aurait eu les moyens financiers de le faire, de hein. le faire. Tout Ouais. le monde ne peut pas aller aussi en Tunisie pour le faire. Elle pouvait le faire et Alors, ça, c'était un premier ce type de sont- détenu. Il y a en prison souvent des prostituées dans les femmes. C'est même un cliché d'ailleurs. c'est-à-dire, vous savez, moi, je n'ai pas rencontré toutes les détenues. Parce que comme j'étais, je vous le disais, en cellule isolée, ce n'était que celles qui étaient dans le rayon avec moi à l'isolement. Et c'était donc celles qui arrivaient au fur et à mesure que je rencontrais parce que ce qui est bien, c'est qu'ils respectaient quand même les conditions par rapport au Covid, etc. Parce que le Harrach avait eu ces On va y cas arriver. et ils ont fait monter les femmes de Harrach pour libérer justement, pour désengorger le Harrach, pour dispatcher les hommes. Parce que donc j'étais isolée. Donc les autres, celles que je pouvais croiser, c'était celles, comme je descendais voir les avocats tous les jours quand même, c'était celles avec qui je faisais le trajet jusqu'à chez l'avocat et à qui je posais aussi des questions sur les raisons de leur présence en prison. Donc dans mon rayon, il y avait des cas d'avortement, il y avait des cas de détournement. Le détournement, enfin, il y avait toute la puanteur des 20 ans de Bouteflika. C'est-à-dire les femmes qui sont tombées dans ce piège-là de l'argent facile, des fausses entreprises, des prêts, surtout bancaires, qu'elles ne pouvaient plus rembourser. Donc il y avait des femmes comme ça, la descente aux enfers pour elles, parce qu'elles avaient l'habitude de vivre de haut standing et qui se sont retrouvées en prison. Celles-là, j'avais peut-être un peu moins de peine à leur égard, même si j'estime qu'elles doivent être jugées par une justice libre et non pas une justice revancharde ou voilà. Donc c'était, mais bon, j'ai pas rencontré des prostituées, non, non. C'est quoi Sarouk exactement? Tu m'as parlé au téléphone de Sarouk. C'est en fait, C'est pas le programme spatial de l'agence algérienne de Je ne connaissais pas. aérospatiale, non, Je ne non. connaissais pas Sarouk et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle qui rentrait, le lendemain, donc pendant la cour, je lui disais Ounti ya wjdrti ou tqouli Sarouk. Donc au début, je voulais rester in et pas trop poser de questions pour ne pas paraître crédule, mais après la deuxième, elle me dit Sarouk. Après, bon, à un moment, je dis Ouchno Sarouk. Ah, t'arfiches Sarouk. Alors, en fait, c'est un psychotrope. Je crois que je sais pas si c'est du lyrica. En tout cas, c'est un produit Qui envoie dans l'espace. qui envoie. Je crois que c'est pour ça que ça s'appelle Sarouk. Voilà. Et quand je posais la question, pourquoi la consommation hadia, mais derrière, c'est toujours tragique comme vécu. Ces femmes-là n'arrivent pas à la consommation de ce produit comme ça. Et je pense qu'il y a autant de consommateurs chez les hommes que chez les femmes. En particulier c'est le malaise social, il y en a Seknin fait braka, donc c'est la seule manière de fuir un quotidien pénible. C'est souvent des familles explosées, c'est un mari qui vous bat,
c'est des cas de divorce, c'est plein de choses, c'est un malaise qui pousse à la consommation. Alors, moi, je me disais, toutes ces femmes qui consomment Sarour et qui se retrouvent là, leur place, elle n'est pas en prison, en fait, mais dans un centre de désintoxication. Et ce qui me choquait, c'est qu'elles sont ramassées, mises donc dans des cellules individuelles, c'était mes voisines, et le soir, j'entendais des des cris et des angoisses terribles. Le manque? Le manque. Et donc, j'ai appelé la gardienne, parce qu'au début, faut le reconnaître, autant j'ai été très bousculée et limite maltraitée à mon entrée de prison, autant par la suite, le fait de voir que je recevais des avocats tous les jours, matin et soir, etc., il y a eu quand même un changement de comportement chez certaines, même si certaines gardiennes sont très humaines, il faut le reconnaître. C'est-à-dire chez les gardiennes, comme partout ailleurs, il y a des gens bien, des gens pas bien, et voilà, des gens qui font dans l'excès zèle. Donc, quand je l'appelais, je lui disais, mais Hadia, elle est dans un effet de manque. C'est-à-dire, dire comme il y a un médecin généraliste sur place qui peut lui donner un comprimé, quelque chose pour pouvoir dormir, pour pouvoir passer. Parce que la prison n'est pas un centre de désintoxication. Tu as bossé pendant ta détention. Oui, un peu. Le médecin a bossé. Un peu, oui. Des prescriptions nocturnes comme ça, dans l'urgence? Oui, pour la femme qui faisait une anémie pour l'avortement, oui. J'essayais d'attirer l'attention sur... parce que la femme qui faisait une anémie, un soir, elle commençait à avoir des frissons et tout. J'ai eu peur que ce soit une septicémie ou autre, ou quelque chose. Donc, j'appelais la gardienne. Je lui ai dit, vous lui prenez la température. Et après, quand les non, non, mais je devise, après, je lui disais, il lui arrive quoi que ce soit, c'est votre responsabilité. Et là, elle est partie, elle lui a pris, je lui ai donné un antalgique, j'ai pris la température normale. Donc voilà, il y en avait qui étaient plus ou moins compliantes, les gardiennes, oui. Et voilà. Et donc, à force d'être tout le temps protectrice avec ces femmes, il y a eu chez elles un sentiment de reconnaissance et moi aussi, je me suis attachée à elle. Hein, Bien sûr. oui, même si la période d'emprisonnement elle a été très courte, mais le volet humain aussi l'emporte. Il y a un sentiment de solidarité entre les femmes. Il y en avait pas. Il est plus fort, ce sentiment de solidarité entre les femmes. Il est fort, que oui. du côté C'est-à-dire des hommes. celle qui n'avait pas de savon, on coupait notre savon en deux pour lui donner un bout de savon. Celle qui avait un shampoing, elle le donnait à l'autre. Moi, j'ai eu la chance, parce que toutes les détenues ne reçoivent, parce que vous avez le droit de recevoir des sous en fait, mais pas à l'intérieur de la Tu prison. avais ton iPad avec toi dans ta cellule? Non. 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 Tu as dit, j'avais la chance, je me suis dit peut-être que... Non. C'est-à-dire, non, on vous donne la permission de faire vos courses une fois par semaine. De faire des courses une fois par semaine. Et donc, celles qui n'avaient pas, donner à celles qui avaient. Parce que bon, ce qui est étrange là-bas, c'est qu'un paquet de biscuits que vous n'auriez jamais regardé quand vous êtes à l'extérieur prend une valeur autre, complètement autre. Le manque, quoi. Hein. Une boîte de thon devient carrément du caviar. Ça... Voilà, et donc il y a eu un sentiment de solidarité comme ça. Alors, j'imagine que tu as dû penser aussi à te protéger du virus, parce que c'est quand même le grand thème de cette période-là. Oui. Le 21 juin, c'était d'ailleurs au moment où la courbe remontait, au moment où tu es rentré en prison. Ouais. Cette semaine, il y a un détenu de renom qui est décédé en prison à Al-Harrach, Moussa Ben Hamadi, ancien ministre des TIC, que moi j'ai appelé le père d'Internet en Algérie. Il était directeur du CERIST à la fin des années 90. C'est lui qui a introduit le 15-15. D'accord. Okay. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Peut-être que tu ne te souviens pas du professeur Boukhouja, ça remontait à trop longtemps. Oui. Mais le 15-15, peut-être que ça si. Va. Voilà. Ça va, même si et donc, grand détenus, scandale, une mort absurde. Beaucoup de détenus aussi chez les hommes qui sont actuellement contaminés. Oui. On pense notamment au général à la retraite, Ali Erbil. Pas que, on dit qu'Ouihia l'a eu aussi, c'est-à-dire quand il s'agit de la maladie, on ne fait pas la différence entre ceux qu'on estime être innocents et ma question, ceux c'était, est-ce que les mesures de distanciation fonctionnaient plus ou moins dans la partie oui. C'est-à-dire que quand on descendait voir les avocats, on mettait systématiquement nos bavettes. Et surtout qu'à ce moment-là, les cas de l'autre prison commencent à exploser. Donc vous le saviez déjà? Les gardiennes le savaient, nous, on l'a appris C'est les gardiens qui, à Al-Harrach, ont amené le virus. Hein. Tous les avocats le disent. Ce sont eux qui sortent et qui rentrent. Exactement. Mais les gardiennes en parlaient entre elles et en parlaient aussi avec nous qu'il ne fallait pas que Khléra soit aussi contaminée. Parce que là... ça serait... Donc ça a été quand même assez strict. La prison moi je connais la prison de Khléra, c'est-à-dire que
Euh, il y a un côté professionnel aussi. Les gardiennes, il y en a qui sont très correctes. La prison est propre et vous avez droit à la télévision. Il y a des choses qui sont. Enfin, ça. Donc tu as eu droit au J'avais, discours de Majid Tebboune, c'est ça? non, j'avais une image de la prison, quelque chose de glauque, mais c'est correct. Et d'ailleurs, les gardiennes m'ont dit que Après, ah, c'est peut-être correct. Moi, j'ai fait le Harash en 81, c'était pas c'était correct. pas Hein. correct. Non. Qalela, c'était correct. D'ailleurs, les gardiennes m'ont dit qu'il y avait des femmes SDF qui n'avaient pas où aller et tout. Elles faisaient exprès des bêtises pour passer quelques mois en prison où elles étaient nourries, logées. Et ça, c'est le malaise, par contre. Comme quoi, parfois, la prison, c'est à l'extérieur, pour certaines. Et là, c'est plus grave. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait du mal de Tebboune pour aller en prison? Non, non. Elle C'est quoi faisait. les bêtises? Ben, je sais pas, elle Parce qu'il faisait faut pas des. choper, il faut pas choper 5 ans de prison quand même. Non, non, elle rentrait pour des courtes périodes, mais Oui, voilà. oui. Passer l'hiver, par exemple. Par exemple, ouais. Et ça, Tu l'as appris ça pendant que tu étais en je l'ai prison? appris, ouais. Je l'ai appris en prison et ça m'avait choqué. Je me suis dit. Enfin, je sais qu'il y a un malaise social, qu'il y a une crise économique qui dure depuis un moment. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont marginalisés, malheureusement. Mais de là, Mais de là à vouloir rentrer en prison pour se protéger, pour ces femmes-là, c'est la limite de. C'est impensable. Ouais. Mm. Puis on peut pas toujours être sûr de d'être affecté à Orléans. On peut aller à Brouaguia. Oui, c'est vrai. Non, mais je ne dis pas non plus que c'est le Sheraton ou le Hilton. Hein. Ça reste une prison. Vous êtes privé de votre liberté. La nourriture est infecte. Vos parents vous manquent. La liberté vous manque, tout simplement. Ah non, non, c'était pas une partie de plaisir. J'ai essayé de profiter, entre guillemets, de me retrouver là, de découvrir des choses que je n'aurais. Tout le monde n'a pas la chance de rentrer en prison. Voilà, je me disais, bon, je posais. Alors, si tu devais garder quelque chose de cette expérience-là, c'est le refus, le rejet de ces pratiques-là de châtiment corporel, Châtiment de corporel et forcer une femme à porter le voile quand elle ne le porte pas. J'avais l'impression que c'était Guantanamo. D'autant plus qu'il y avait des détenues qui étaient africaines d'origine chrétienne et que tout le monde est obligé, quand il va voir l'avocat, de porter un voile. Je trouve ça complètement Mais absurde. l'explication, c'est parce qu'on passe dans l'aile où il y a des hommes ou c'est quoi? Elle m'a dit, quand je lui ai dit, parce que tous les jours, à chaque fois que les avocats viennent, mais je lui dis, mais je ne le porte pas, je râlais. Je le laissais glisser exprès. Elle me dit, remets-le. Et ensuite, j'essaye de l'enlever, etc. Et c'était, non, tu le remets, etc. Après, quand elle insistait, je lui ai dit, وشنو هو القانون؟ قالت لي القانون الداخلي للمؤسسه. ما هو القانون الداخلي للمؤسسه؟ لباس محتشم. قلت لها بصح انا راني محتشم، je suis pas en maïdma. Non, c'est là. Après l'explication de l'une des gardiennes, mais je ne sais pas, j'ai pas eu l'explication à la source, c'est que il y a des détenus qui n'ont pas vu de femmes depuis plus de 10 ans et que quand ils chauffent sans le foulard, ils regardent يغسل لك الكلام. Après je lui ai dit, moi je suis là parce qu'on a نغسل الكلام. غسل له. Vous devez ne pas lire, ne Tout pas simplement. tout savoir sur Amira Bouraoui. Non, mais je lui ai dit, je trouvais ça absurde. Bien sûr, Je trouvais ça absurde parce que c'était ma liberté à moi bien sûr, et bien sûr. qu'on n'avait pas à me forcer à le faire, c'est tout. Docteur Bouraoui, on arrive à la fin de cet entretien. Il y a 2 mois, 3 mois, on se parlait, je crois, dans Marnèche Sectine, on pensait être sur un bon itinéraire pour contenir cette pandémie suite aux premières mesures, hein, qui étaient des mesures prises à temps. Bon, c'est semi-confinement, mais ça avait donné des résultats puisque la courbe était restée relativement plate, celle des contaminations tout autant que celle des décès. On n'est plus dans ce scénario, on vient de passer à la phase 3 et on a raté plein de choses. Est-ce que c'est encore possible de rattraper? D'abord, qu'est-ce qu'on a raté? Vous savez, moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est davantage la situation économique liée à la crise sanitaire, même si j'ai un regard assez critique sur la gestion de la crise. J'estime qu'effectivement, on a très bien démarré assez tôt, on a pas mal anticipé. On a Merci arrêté. l'Italie. Bah oui, merci l'Italie, exactement. Et donc, on a arrêté les vols à temps, on a essayé de sensibiliser via les médias comme ils l'ont fait, même si la crise de confiance entre gouvernants et gouvernés n'a pas aidé, par contre, à ce que le message arrive. N'a pas du tout aidé, parce que comme maintenant, on a un peuple qui se méfie de tout par rapport aux déclarations. Donc le message a fait du mal à passer. Et
Et puis parfois, on avait l'impression que le pouvoir avait davantage l'œil rivé sur l'éventuelle reprise du Hirak. Parce qu'on sortait du Hirak, on rentrait dans le Covid, que le problème lui-même du Covid. Donc, Il y a un pacte sacré qui a été cassé d'entrée avec les arrestations. Et voilà. oui, complètement. Une main tendue qui a été... Ah oui, complètement. qui a Et été- puis l'opinion commence à se dire non, mais ils sont en train de trop de profiter de cette crise sanitaire pour régler les comptes aux Hirak et aux Hirakistes. Alors que la crise sanitaire existe, elle existe réellement. Le problème, c'est que moi, ça m'a amusé quand j'ai vu l'un des chefs d'accusation, c'était que j'appelais à casser le confinement, ce qui était complètement faux. Moi, les vidéos que j'ai pu faire et les déclarations que j'ai pu faire, d'autant plus que j'étais parmi les premiers médecins à appeler, moi je ne suis pas sortie le dernier vendredi du Hirak, à appeler et à demander aux étudiants de sensibiliser les Algériens et de ne plus sortir parce que c'était trop risqué. Le jour où je disais ça, M. Djerad disait, moi, ça ne me gêne pas que vous continuez à sortir. Donc j'ai trouvé ça complètement injuste, ce chef d'accusation, parce que c'était faux. Par la suite, j'ai été plus ou moins critique par rapport et au confinement, s'il avait été vraiment appliqué. J'avais dit que les pays, le confinement est un luxe, que ne peuvent se permettre que les pays développés qui ont les moyens de continuer à payer les employés, du télétravail à distance. Ce n'est pas le cas ici. Qui c'est qui travaille en Algérie? Il y en a beaucoup qui travaillent au jour le jour, qui travaillent dans une économie parallèle, qui mangeaient au jour le jour, et qu'on ne pouvait pas les payer. Ils ne peuvent pas travailler, ils travaillaient à distance. Donc ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, même si la crise sanitaire est là, et malheureusement, alors il y a certains pays qui ont privilégié l'économie et qui se sont dit, bon, il va y avoir quelques dégâts dans les hôpitaux, on gère. D'autres pays qui se sont dit, ah non, on va limiter les choses en économie et on va essayer de sauver un maximum de personnes. Le problème, nous, avec notre semi-confinement, ce n'était pas un confinement, moi je l'ai appelé couvre-feu dès le départ, notre semi-confinement, ni on a pu sauver l'économie, ni on a pu éviter la courbe qui prend maintenant des envolées. Mais aujourd'hui, moi, j'estime que je ne fais pas prendre la militante politique avant le médecin ou quoi que ce soit. J'estime qu'aujourd'hui, continuer à faire dans le semi-confinement, dans ce couvre-feu, va entraîner une explosion sociale. Une explosion sociale, les gens ont faim. Les gens ont vraiment faim. Il y a des gens, il faut penser à tous ces gens qui louaient des restaurants et qui n'ont pas fait rentrer un rond, à ces gens-là qui ont acheté des vêtements avec des crédits, qui n'ont pas pu vendre un seul vêtement, aux gens, à ces serveurs, à ces petits emplois, ces gens-là ont faim. Et donc on ne revient pas en arrière, on ne confine pas, on essaie plus de cohabiter avec le virus? Pas cohabiter, c'est-à-dire non, il va falloir imposer, être strict par rapport aux mesures de distanciation et au port du masque. Je pense que c'est très très important de sensibiliser par rapport à ça et de le rendre carrément obligatoire dans les espaces fermés. Bon, même si je trouve un petit peu absurde de payer 10 000 dinars pour quelqu'un qui ne le porte pas dans sa voiture alors qu'il est tout seul, je trouve que c'est vraiment excessif et absurde. Les gens sont à genoux financièrement. On leur demande de payer la moitié du SMIC parce qu'ils ne portent pas la bavette alors qu'il est tout seul dans sa voiture. Bon, il y a des critiques, des couacs, etc. Mais le rendre obligatoire dans les grandes surfaces, là où les endroits sont fermés, etc. Mais une reprise de la vie économique, c'est important. C'est important tout en... Malgré les chiffres qui remontent? Les chiffres vont indéniablement remonter parce que ce n'est pas un confinement. Mais les médecins ont peur ils sont fatigués dans les CHU. Je sais qu'ils sont très très fatigués quand on voit les chiffres des confrères partis, des confrères contaminés. Mais le problème, c'est que si on continue à faire dans le couvre-feu, la courbe continuera à monter. Ceci n'est pas un confinement. Ou alors... limiter le confinement strict dans les endroits les très touchés, comme on l'avait fait pour Blida, avant que ça parte en cacahuète, quand il y a eu l'histoire de SMID, de machin, etc. C'est-à-dire que anticiper. Même en médecine, on fait toujours dans l'anticipation, dans la prévention, et l'anticipation, on ne la retrouve pas en politique. Anticiper. Au début, on a bien commencé, mais par la suite... Une fois que le virus, c'est-à-dire l'idéal aurait été de faire un confinement strict de 24 heures sur 24 heures dans les premiers foyers touchés. Une fois qu'il y a eu trop de wilayas touchés, on ne peut pas paralyser un pays parce que on va basculer dans la violence. Ça sera une explosion sociale. Les gens ont faim.
Voilà. Et si une explosion a lieu, ça sera rien à voir avec le hirak. Ça sera pas, voilà, l'ambiance bon enfant, etc. C'est autre chose. C'est autre chose, on le sait, on l'a déjà vécu en Algérie. Amir Labouraoui, c'était un plaisir de débriefer la prison. Merci infiniment, merci infiniment, merci à vous. On espère qu'on aura des sujets plus agréables à débattre la prochaine fois. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à Accès Libre. À nos amis auditeurs, à très bientôt. Vous pouvez retrouver nos contenus sur les différents supports et sur radio1.info. C'est comme ça. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.